4 régions du Burkina Faso connaîtront très prochainement une amélioration de l'approvisionnement en eau potable. 1220 forages et des adductions d'eau potable seront réalisés dans ces régions. C'est l'une des décisions prises par le Conseil des ministres de ce 13 février. Vous en aurez les détails dès le début de ce journal. Les passations de charges se poursuivent au sein de l'armée burkinabé. Ce mercredi, c'est le nouveau commandant du groupement central des armées qui a officiellement pris fonction. Dans cette édition, vous entendrez les défis et les engagements du colonel-major Oumarou Sawadogo. Au Nigeria, les électeurs sont appelés aux urnes samedi prochain pour des élections présidentielles et législatives. La campagne électorale s'achève dans une atmosphère de haute tension. Et pour la présidentielle, les deux candidats sont le président Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, le Conseil des ministres de ce mercredi apporte de bonnes nouvelles aux populations de 4 régions du Burkina Faso. Plus de 1200 ouvrages d'eau potable seront bientôt réalisés dans ces régions. D'autres sujets, dont celui relatif à la réduction du train de vie de l'État, étaient également au menu de ce rendez-vous de l'exécutif burkinabé. Des précisions avec Paul David Bambara et Maïmouna Traouri. De l'eau potable pour 4 régions d'ici à avril 2020. La boucle du Mouhoun, les cascades, les hauts bassins et le sud-ouest. Le Conseil des ministres de ce jour a validé les résultats de l'appel d'offres lancé en avril 2018 pour la construction de forages et d'adduction d'eau potable dans ces localités. Il doit permettre la réalisation de 1220 forages, de 90 forages de gros débit, et la fourniture et la pose de 1100 structures. Le coût total est un peu plus de 8 milliards de francs CFA pour les APS, donc les adductions d'eau, pour 40 dans la boucle du Moun, 21 dans les cascades, 19 dans le haut bassin et 10 dans le sud-ouest. Pour ce qui est donc des forages, 445 dans la boucle du Moun, 230 dans la cascade, 330 dans les hauts bassins et dans le sud-ouest 215. L'exécutif a également échangé sur la commémoration de la Journée internationale de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines le 20 février prochain à Ouagadougou. Cette commémoration donc interviendra avec également dans la foulée la tenue de la première session annuelle du Comité national de lutte contre l'excision de 21, avec également le lancement d'un nouveau projet de lutte contre les mutilations génitales féminines dans la région du centre-est et le lancement d'un concours intercommune dans les régions sur les MGF. Donc, ce lancement-là se fera donc dans la région du plateau central. L'organigramme du Fonds national de la recherche scientifique pour l'innovation et le développement connaîtra une restructuration. Le Conseil a pris un décret portant modification de son statut. Il s'agit donc de rendre les textes de ce fonds en adéquation avec l'organigramme type donc des fonds nationaux, ce qui est passé donc par une restructuration de la direction générale, la création de directions techniques et l'évolution de certaines structures comme par exemple le contrôle de gestion en directeur de service. Répondant à une question d'un journaliste sur la réduction du train de vie de l'État, le porte-parole du gouvernement rassure, le comité de réflexion a fait des propositions au Conseil des ministres et des décrets seront pris très prochainement dans ce sens. Retour sur le séjour du président du Faso à Addis Abeba où il a pris part au sommet de l'Union africaine. En marge des travaux, Roch-Marc Christian Kaboré a accordé des audiences à des personnalités des Nations Unies, de l'Union européenne et des États-Unis. Au menu des entretiens, la coopération et la sécurité. On fait la synthèse avec Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Outre le programme officiel, plusieurs audiences étaient inscrites à l'agenda du chef de l'État. La première personnalité reçue par Roch-Marc Christian Kaboré, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires politiques et de sécurité. À sa suite, le secrétaire général des Nations Unies. Au centre des entretiens entre Roch-Marc Christian Kaboré et Antonio Guterres, la question sécuritaire au niveau de l'espace G5 Sahel. Étant donné que le président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, préside donc le G5 Sahel, et donc un point de vue a été fait sur la situation
du Burkina Faso et sur la situation d'une manière générale du G5 Sahel. Et nous avons exprimé le besoin d'avoir une coopération beaucoup plus étendue que ce que nous avons en ce moment entre le G5 Sahel et les Nations Unies. De la sécurité, il en a été également question lors de l'entretien entre le président du Faso et le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, par ailleurs ambassadeur des États-Unis en Éthiopie. Selon le diplomate américain, les échanges se sont surtout focalisés sur les dispositifs envisagés pour un meilleur accompagnement du chef de l'État qui est à la tête du G5 Sahel. Le cas des réfugiés et des nombreux déplacés internes n'ont pas été occultés. À l'Assemblée nationale, les députés étaient convoqués ce 13 février pour l'ouverture de la deuxième session spéciale. C'est au cours de cette session que le nouveau Premier ministre fera sa déclaration de politique générale. La plénière consacrée à cet exercice du chef du gouvernement se tiendra le lundi 18 février prochain. On en sait plus avec Roger Kam et Aboubakar Sayon. L'ouverture de la deuxième session spéciale de l'Assemblée nationale fait suite à la nomination du Premier ministre le 21 janvier 2019. L'article 63 de la Constitution dispose que dans les 30 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. L'adoption de cette déclaration vaut investiture. Je porte à votre connaissance en ce moment que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est attendu à l'hémicycle le lundi 18 février à 10 h. La plénière de ce mercredi a aussi permis à l'Assemblée nationale de valider le mandat de la députée Konaté Ouedraogo Barkissa, 4e suppléante sur la liste nationale des candidatures du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Elle remplace Salifo Thiem Touré, appelé au gouvernement. Le Canada réaffirme son soutien au Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité. L'ambassadeur du Canada l'a signifié ce matin au chef de file de l'opposition politique burkinabé. Les deux personnalités ont aussi passé en revue les relations de coopération entre le Canada et le Burkina. Frédéric Etienne Bassenga. Ce matin, au siège du chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré et Edmond Ouéga ont échangé du processus démocratique en cours au Burkina, du développement, mais aussi de sécurité. La question de la sécurité au Burkina Faso est une préoccupation de tout le monde et donc tout naturellement nous en avons discuté et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un domaine dans lequel le Canada collabore avec le Burkina Faso pour pouvoir aider à travailler ensemble de façon très très proche pour relever les défis qui sont actuellement présents au Burkina Faso, mais au-delà du Burkina Faso également dans la région du Sahel. C'est une satisfaction pour le chef de file de l'opposition politique qui apprécie favorablement cette visite du Canada, partenaire stratégique du Burkina au développement. Zéphirin Diabré souhaite que cet accompagnement se poursuive malgré le terrorisme qui endeuille les familles. Nous traversons actuellement une phase très difficile dans le combat que mène le Burkina Faso contre les forces du mal. Notre souhait à tous est que notre gouvernement, qui a en charge des affaires du pays-là, mette tout en œuvre pour que ce combat-là soit gagné le plus rapidement possible et qu'on puisse maintenant se consacrer essentiellement donc, aux questions donc, de développement. Il faut souligner que le Canada est le premier investisseur étranger au Burkina. Il a également une initiative en collaboration avec l'Assemblée nationale qui lui permet de soutenir les efforts pour la démocratie, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Autre titre de l'actualité avec cette passation de commandement au groupement central des armées. Le colonel-major Oumarou Sawargo est entré en fonction ce matin au camp Guillaume Ouedraogo. Il place son commandement sous le signe du renforcement des acquis engrangés par ses prédécesseurs. Nous suivons l'ambiance de la cérémonie avec Issa Kafando et Tanga Kafando.
Le colonel-major Oumarou Sawadougou prend les commandes du groupement central des armées en remplacement du général de brigade Moïse Minungou, porté à la tête des armées. Nommé la semaine dernière, le colonel-major Oumarou Sawadougou, le désormais ex-directeur des sports des armées, place son commandement sous le signe de la continuité et du renforcement des acquis. Il faut se baser sur les acquis de ses prédécesseurs et puis apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous allons essayer d'améliorer aussi à notre façon. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est la sécurisation de tout le territoire. Donc c'est la mission première aujourd'hui du GCA afin de soutenir les autres unités sur le terrain. Entré au Prytanée militaire de Kadiogo en 1972, le colonel-major Oumarou Sawadougou a suivi des cours dans de grandes écoles militaires comme l'Académie royale militaire de Meknes au Maroc, la brigade d'application des officiers de Cambouessin, l'école d'application de l'infanterie de Thiès au Sénégal, le collège d'enseignement militaire supérieur Kenetra au Maroc et au Führung Academy de la Bundeswehr de Hambourg en Allemagne. Il a également occupé beaucoup de postes de responsabilité et le dernier avant sa nomination était le poste de directeur des sports des armées. Et puis, cette mise au point de l'état-major général des armées, contrairement à certaines informations qui circulent dans certains médias et réseaux sociaux, faisant état de ce que les soldats en opération de sécurisation du territoire national ne bénéficient pas à temps de la totalité de leurs primes, le chef d'état-major général des armées tient à rassurer l'opinion de l'effectivité du paiement dans les délais prescrits des dites primes. Par ailleurs, il informe que toutes les mesures de motivation prévues pour les militaires en opération intérieure, telles que l'indemnisation des familles des victimes et la prise en charge des blessés ayant fait l'objet de textes récents, connaissent un traitement diligent. Il invite les partenaires de l'information à se référer aux services compétents des forces armées nationales, en l'occurrence à la direction de la communication et des relations publiques des armées, pour des informations plus détaillées sur ces questions. Le chef d'état-major général des armées sait pouvoir compter sur l'ensemble des partenaires de l'information dans ce contexte de guerre contre le terrorisme pour une meilleure collaboration afin de garantir la bonne information sans mettre en cause la sécurité des opérations et le moral des hommes. Nous restons avec les militaires, mais eux sont cités comme témoins dans le procès du coup d'État de 2015. Ils étaient 3 à passer à la base ce matin au tribunal militaire. Il s'agit du colonel Aimé Gouba, de l'armée de l'air et des colonels-majors Poko Ilboudo et Palais Naba Théodore. L'essentiel de leurs auditions avec Zoubavier David Dabiré et Draman Guéné. Ni le général Guengéré, encore moins le colonel-major Bourema Kéré, ne trouve à redire après la déposition du colonel Aimé Gouba. C'est bien ce témoin qui a émis l'ordre de mission pour le voyage héliporté du capitaine Kutubert Somda à la recherche du matériel de maintien d'ordre à la frontière ivoirienne. À la barre, le témoin dit avoir signé l'ordre de mission avec l'accord du chef d'état-major adjoint des armées en la personne du colonel-major Palais Naba Théodore à la demande du général Guengéré. Pour la mission, l'aire d'atterrissage de l'appareil a été déterminée par le colonel-major Bourema Kéré, a-t-il précisé. Il n'y a pas eu la moindre divergence entre le colonel Gouba et les deux accusés. C'est plus ou moins le cas avec le colonel-major Poko Ilboudo. Le conseiller du général Pengrenoma Zagré au moment des faits joue la carte de la prudence. Il a lui-même avoué « Monsieur le Président, ma mémoire est défaillante. À la maison, j'ai même des problèmes pour ça. » L'intendant militaire à la retraite affirme que le 18 septembre, des éléments du RSP ont poursuivi des manifestants jusqu'à rentrer chez lui à domicile dans l'enceinte du camp Guillaume. Les grandes divergences sont nées avec le colonel-major Palais Naba Théodore, adjoint du chef d'état-major général des armées à l'époque. Le témoin a participé à la toute première rencontre de crise, celle du 16 septembre 2015. Au cours de la rencontre, face au refus du RSP de libérer les autorités de la transition, la hiérarchie militaire a fait rédiger une déclaration de l'armée pour rassurer la population. Ce n'est pas juste, selon le général, pour qui la déclaration dont les témoins parlent n'est rien d'autre que celle du CND qui a été lue devant les chefs militaires. Au cours de la même rencontre, le général soutient avoir pu décrocher l'accompagnement de l'armée pour le maintien d'ordre pendant les faits. Faux, selon le colonel-major Palais Naba Théodore, la position de l'armée était tranchée. Elle a refusé de se mêler au coup d'État. Mais pourquoi la reconnaissance de mon autorité si l'armée ne m'accompagnait pas, s'exclame le général Dendéré.
Il en veut pour preuve la mission héliportée qui lui a été accordée par l'armée pour prendre du matériel de maintien d'ordre à la frontière ivoirienne. Un autre fait, qualifié d'accompagnement par le général Diendéré, c'est la présence des chefs militaires à l'aéroport à ses côtés pour accueillir les chefs d'État de la CEDEAO venus pour la médiation. Aussi, à la rencontre du 17 septembre 2015, le général Diendéré estime avoir été reconnu par la hiérarchie militaire quand celle-ci lui a donné la présidence des débats. À mon entrée dans la salle ce jour, le chef d'état-major général des armées s'est levé puis m'annoncer « Monsieur le président du CND ». Des attitudes trouvées par le chef du CND comme étant des actes d'accompagnement du coup d'État. L'audition du colonel-major Palais Naba Théodore se poursuit vendredi prochain au tribunal militaire. Et puis, cette nouvelle rassurante qui nous vient de la région de l'Est, l'épidémie de méningite qui avait fait 25 décès dans la Tapoa est désormais maîtrisée. Et ce, grâce à une campagne de vaccination entreprise par le comité régional de gestion des épidémies. Lundi dernier, à Fada, ce comité a fait le point de la dite campagne ainsi que l'état des lieux de la malnutrition dans la région de l'Est. Amirou Lankwande et Ibrahim Stanou. Suite au décès de 25 personnes dans la commune rurale de Boutou, le Conseil des ministres, en sa séance du 30 janvier dernier, déclarait l'épidémie de méningite dans la province de la Tapoa. Aujourd'hui, il est question pour ces membres du comité régional de gestion des épidémies de faire le point sur la campagne de vaccination qui a débuté le 8 janvier dans la dite zone. Dans la Tapoa, notamment dans la commune de Boutou, nous avons connu 25 décès en l'espace, je crois, de 3 semaines. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'épidémie est maîtrisée parce que depuis l'intervention des services de santé, nous n'avons plus déploré de cas de décès. Les vaccinations ont commencé pour les populations à risque. Et nous pensons que très prochainement, nous pourrons vous dire que cela est un passé douloureux que nous avons vécu. En plus de la méningite, cette session a également porté sur la prévention concernant d'autres épidémies comme la rougeole, la dengue et la fièvre Lassa. Également au menu du jour, la lutte contre la malnutrition dans la région. Quand vous regardez nos productions céréalières, ce que nous avons au niveau de la région, ça ne s'explique pas la malnutrition. Mais pourquoi cette malnutrition-là existe? On pense à beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, la consommation. Il s'avérait qu'on vend tout ce que nous produisons au niveau local. Il faut qu'on travaille à sensibiliser la population. Il ressort de cet atelier que les prévalences des malnutritions aiguës, chroniques et même de l'insuffisance pondérale ont substantiellement baissé entre 2009 et 2018. Les comités locaux et police de l'eau de 5 agences du Burkina Faso verront bientôt leur capacité organisationnelle renforcée. Cela se fera à travers 3 projets dont le lancement officiel est intervenu hier à Ouagadougou. D'un coût global d'environ 3 milliards de francs CFA, ces projets sont financés par l'Union européenne à hauteur de 87%. Nongba Koda, Abdelaziz Yadjibou. Sur le front de la lutte contre les menaces aux ressources en eau, les acteurs à l'œuvre au Burkina verront leurs moyens d'action et leur capacité opérationnelle s'améliorer au cours des 4 années à venir. Le salut vient de l'Union européenne qui, dans la logique de son programme d'appui à la politique sectorielle eau et assainissement, a bien voulu mettre la main à la poche. Environ 3 milliards de francs CFA, un financement sur ressources du 11e Fonds européen de développement FED pour conduire 3 projets dans les espaces de compétences des agences de l'eau du Nakambe, du Gourma, du Liptako, des Cascades et du Mouhoun. Ces projets ici officiellement lancés sont portés par 3 ONG chefs de file sélectionnés suite à un appel à projets lancé par l'Union européenne. Concrètement, nous confions de l'argent à des organisations qui sont les agences de l'eau d'une part et d'autre part les ONG. Et ces ONG vont travailler localement avec tous les comités locaux de l'eau, aider les polices de l'eau à travailler. Il y a les questions liées au conflit qu'on peut constater. Il y a aussi le fait que la ressource, on risque même de la perdre à un certain moment parce qu'elle n'est pas protégée.
Ces 3 projets visent aussi la promotion de l'approche fondée sur les droits humains. 13% du budget global destiné à leur exécution sont apportés par les ONG bénéficiaires de la subvention que sont Eau Vive, WaterNet et WaterAid. Nous comptons accompagner les agences de l'eau pour que, effectivement, on puisse opérationnaliser l'AGIR au niveau du Burkina et rendre l'AGIR effectivement local et communautaire, que l'AGIR puisse sortir aussi d'un certain nombre d'aspects administratifs. C'est cette touche-là que nous, on va apporter en tant qu'ONG sur la base de notre expérience propre, mais aussi de la connaissance du terrain que nous avons. À travers son 11e FED, l'Union européenne a mis à la disposition de plusieurs organisations intervenant au Burkina des subventions pour l'appui à la mise en œuvre du programme national de gestion des ressources en eau, PNJ. Dans l'actualité également, c'est parti pour l'opération de recensement fiscal des contribuables dans les régions du centre et des hauts-bassins. L'ambition pour la Direction générale des impôts, c'est de recenser le maximum de nouveaux contribuables au cours de cette opération qui va durer 2 mois. Le lancement officiel est intervenu ce 13 février à Ouagadougou. Le reportage de Nongba Kouda et Moumouni Soubega. L'opération de recensement fiscal des contribuables des régions du centre et des hauts-bassins est désormais lancée. C'est une initiative de la Direction générale des impôts et l'objectif, c'est d'enregistrer le maximum de contribuables dans les 2 régions. Ça va nous permettre d'élargir l'assiette de l'impôt. Vous savez que dans notre économie, le secteur informel est très important. On parle de 70% en gros des contribuables qui relèvent du secteur informel. Ils ne sont pas tous connus de l'administration fiscale. Donc ce recensement va nous permettre justement de les connaître tous et de pouvoir leur réclamer l'impôt. Le fichier actuel évalue à environ 54 000 le nombre de contribuables immatriculés à Ouagadougou. Pour les services des impôts, le compte est loin d'être bon. Il est donc question d'enregistrer environ 500 000 nouveaux contribuables avec l'accompagnement technique de International Business Group Burkina. Nous avons des agents recenseurs qui seront munis de terminaux mobiles et sur lesquels on a l'application pour avoir les informations sur le contribuable. On a des plans cadastraux aussi qui sont insérés sur le terminal qui permettent de savoir, par exemple, ici qu'on est à l'arrondissement 1, secteur temps, îlot temps, parcelle temps. Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement représentant le ministre dit compter sur cette opération en vue d'améliorer les performances de recouvrement et de rentabilité des impôts et taxes. L'opération de recensement fiscal des contribuables dans les régions du centre et des hauts-bassins s'achève le 12 avril prochain. Des journalistes burkinabés sur le terrain pour constater les réalisations de l'ambassade du Japon au profit des populations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ces réalisations concernent des domaines tels que la santé, l'agriculture et l'assainissement. La caravane de presse est partie du CG de Tangzougou à Koulba où les journalistes ont échangé avec les responsables de l'agence japonaise de coopération. Idrissa Warga et Maïmouna Traouri. Les élèves du collège d'enseignement général Tangzougou Koulba remercient ainsi le Japon pour l'infrastructure mise à leur disposition. Un bâtiment équipé avec des commodités composé de 8 salles de classe, un bloc administratif, une salle des professeurs, un réfectoire, des latrines. On avait 6 salles de classe, mais qui ne répondaient véritablement pas à nos attentes. Donc, ce n'était pas éclairé et c'était vétuste. Cette dotation en infrastructure vient véritablement combler notre besoin à ce niveau. Le CG de Tangzougou Koulba est une des réalisations du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au poste primaire. Un projet financé par le Japon avec pour objectif d'accroître l'offre et améliorer la qualité de l'éducation de base. Il prévoit ainsi la construction et l'équipement de 61 CG et de l'ENEP de Kaya d'ici à 2020. Il y a un certain nombre de recommandations que nous faisons par rapport à l'exploitation des infrastructures. On va vous dire dans ce manuel, alors comment, lorsqu'on ouvre les portes, quels sont les dispositifs. Au niveau par exemple aussi du mobilier, on donne aussi un certain nombre d'instructions pour que les élèves n'abîment pas vraiment les tables bancs.
Au cours de cette caravane de presse qui a débuté ce matin à Ouagadougou, les journalistes ont échangé avec les responsables de l'agence japonaise de coopération sur le programme de volontariat. Depuis 2000, 400 volontaires japonais ont mis leur savoir-faire au service du développement au Burkina Faso. La Ligue islamique pour la paix au Faso traduit sa reconnaissance à la RTB qui l'accompagne dans ses activités. Hier, les responsables de cette ligue ont rendu une visite de courtoisie au directeur général de la RTB. Les deux parties s'engagent à poursuivre le partenariat pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Césaire Carrefour, Iniwalko Janine Kambiri. Cette visite de la Ligue islamique pour la paix au Faso au directeur général de la RTB s'inscrit dans le cadre de ses activités de visite de courtoisie qu'elle organise auprès d'un certain nombre de médias. Et il était quand même normal qu'on vienne de vive voix, en tout cas dire merci aux collaborateurs du DG. La dernière fois, on a dépêché une délégation qui est partie à Yirgou pour faire vraiment, en tout cas, des sensibilisations et des doigts. Tout ce que nous demandons à la RTB, de nous accompagner pour la visibilité de nos activités sur le terrain. Le directeur général a rassuré la Ligue qu'elle peut désormais compter sur la RTB dans le domaine des activités qu'elle va mener pour la cohésion sociale au Faso. Nous sommes dans un pays où, vous le savez, il y a beaucoup de problèmes dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la cohésion sociale. Et vous avez vu le parcours qu'ils ont évoqué tout à l'heure. Ils ont rencontré le cardinal, ils ont rencontré des pasteurs. C'est une ligue qui ratisse large et qui va à la rencontre des communautés des Burkinabés. La RTB ne peut qu'accompagner ce genre d'initiative. Créée pour la paix. Depuis 2015, la Ligue islamique pour la paix au Faso a rencontré des responsables d'institutions et plusieurs autorités. Dans le contexte d'une cohésion sociale mise à rude épreuve, la Ligue est allée à la rencontre des populations pour leur prodiguer des conseils, délivrer des messages apaisants et faire des bénédictions pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Et puis, la RTB est déjà au cœur de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous poursuivons notre feuilleton FESPACO avec ce soir un zoom sur la distribution des œuvres cinématographiques. Le constat au Burkina Faso est que le processus de distribution des films est confronté à des difficultés. Explication avec Oscar Soulama et Iniwalko Janine Kambiri. Selon les textes réglementaires sur le cinéma burkinabé et l'audiovisuel, le secteur de la distribution regroupe l'ensemble des activités relatives à l'importation, à l'exportation et à la promotion commerciale des films cinématographiques et vidéographiques. La distribution est donc chargée de prendre le film et de permettre qu'il soit vu par les cinéphiles et ramener les recettes afin de favoriser le fonctionnement de la production. Mais au Burkina Faso, ce maillon important est aujourd'hui inexistant. Avec la disparition de la Sonacib, les exploitants de salles de ciné se sont vus confrontés au manque de films et sont obligés d'aller en chercher eux-mêmes. Il faut alors se déplacer vers les réalisateurs et les producteurs pour avoir les films et permettre aux cinéphiles burkinabés d'accéder à ces films. Du coup, certains sont devenus distributeurs par la force des choses. On fait un contrat avec une société française qui est représentant des grandes majors américaines. Donc, qui nous permettait d'avoir des films américains, des films indiens, des films français. Et maintenant, ils n'avaient pas le circuit de distribution des films africains. Donc, il fallait que nous-mêmes, on prenne notre bâton de pèlerin et qu'on fasse le tour pour avoir les films africains. On fait partie des premiers qui se sont lancés, qui ont voulu se spécialiser que dans la distribution. Mais on a eu chaud. Malgré les textes régissant ce secteur, tout producteur est devenu aujourd'hui distributeur. 80% de nos producteurs sont en infraction. Parce qu'on se lève, j'ai fait un film dans la ville, je prends mon film, je viens vous voir, je viens voir Mme Kambiré, et je dis, bon voilà, j'ai mon film. Mme Kambiré qui a quête de films, qui cherche des films depuis pour passer, passe le film. En réalité, non. Mme Kambiré devait me demander, moi, mon papier, mon agrément de distributeur. Si je ne l'ai pas,
Madame Kamire doit me demander sagement de repartir à la direction de la cinématographie, faire mon agrément de distribution avant de pouvoir venir lui donner. Les gens se lèvent, ils partent directement, ils passent dans les salles et ils passent leur film. La solution à ce problème, selon certains, c'est de mettre en place un circuit de distribution tout en assurant un partage de recettes avec des pourcentages bien définis. Les salles devaient prendre 40%, les distributeurs 20% et les producteurs 40%. Les producteurs ont donné leur accord, les distributeurs évidemment aussi ont accordé, mais le problème s'est posé là où personne ne s'y attendait, les exploitants. Et ils ont dit qu'ils veulent garder leurs 50% parce que les salles ne sont pas malheureusement financées. L'investissement d'une salle de cinéma, le minimum, c'est 750 millions. Selon Rodrigue Caboret, 90% des salles sont la propriété de l'État ou de la mairie et il est difficile d'y faire un investissement sur fonds propres. Il est difficile pour moi, Rodrigue, de me lever, aller prendre une garantie, prendre ma garantie immobilière de ma maison, aller garantir sur un patrimoine qui ne m'appartient pas et qui d'ailleurs, le prochain maire ou le prochain ministre peut décider que la collaboration qu'on a avec toi ne nous convient plus au ministère ou ne nous convient plus à la mairie, on la change. Comment vous faites? Ce que les gens ne savent pas, c'est que sur un ticket d'entrée de 1000 francs CFA, vous avez 370 francs de taxes. D'abord que vous devez enlever. Donc les 630 francs qui restent, c'est ça que vous devez diviser d'abord en deux. Vous devez enlever encore 310 francs pour donner au producteur du film. Le producteur du film, maintenant, va dire, lui, il va enlever, genre, je ne sais pas moi, 40 francs, 50 francs. Mais vous voulez qu'avec 50 francs, un distributeur, il s'en sorte comment? À ce stade, il convient aussi d'installer un circuit de distribution en définissant clairement le cahier de charges du distributeur, de l'exploitant et de celui du producteur. Vous imaginez que le distributeur doit s'occuper de faire les affiches. Si vous prenez une salle de cinéma comme Nerwa, il faut minimum 6 affiches. Si vous allez même, disons, à 12 500 francs par affiche, ça fait combien? Uniquement les affiches. Il doit s'occuper de la billetterie, du contrôle de la billetterie. Il doit s'occuper de la promotion. L'un des problèmes aussi est que de tous les films qui ont reçu l'étalon de Yenenga au FESPACO, seulement 2 films ont pu être distribués au Burkina. De nombreux films primés au FESPACO restent ainsi dans l'anonymat. C'est pas normal que l'étalon de Yenenga du Burkina Faso, le chef de l'État, se lève, descend de sa chaise, va remettre l'étalon au cinéaste et qu'après le film ne peut pas être distribué au Burkina Faso. Normalement, même dans les textes du FESPACO, ça doit figurer. La distribution demeure un grand défi pour le monde du cinéma au Burkina. Tous les acteurs le reconnaissent. Il va falloir réorganiser, structurer et accompagner ce secteur. C'est la condition pour l'émergence d'une vraie industrie du 7e art au Faso. Un mot de sport en bref, Salitas FC et l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie ont fait un match nul 0 but partout cet après-midi au stade du 4